On est ensemble pour parler de Scrum at Scale et découvrir le framework d'agilité à l'échelle de la Scrum Alliance. Alors on est sur un slot que j'ai qualifié un peu de 2 piments, hein, vous l'avez vu sur le programme. Et ma première question va être pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler de Scrum at Scale? Ok. Qui connaît bien Scrum dans la salle? Levez la main. Ok. Parce que je vais supposer effectivement que vous connaissez déjà Scrum, puisqu'on va passer à l'échelle. Donc je me présente, je m'appelle Olivier Marquet, je suis coach agile chez Xebia depuis 5 ans. Je suis plutôt spécialisé dans l'accompagnement d'organisations dans leur implémentation de l'agilité à l'échelle. Je suis aussi formateur. Et on va parler de Scrum at Scale et on va essayer de le remettre dans son écosystème. Okay. Qui a déjà entendu parler de SAFe? Ok. Less. D'accord. Là, on a une étude qui vient de... c'est le State of Agile, qui sonde l'utilisation des frameworks des entreprises. Et le premier truc, quand j'ai regardé ce camembert, c'est que je vois bien Safe, je vois bien Less, je vois bien Nexus, qui est le framework d'agilité à l'échelle de Scrum.org, mais je ne vois pas Scrum at Scale, ou en tout cas, je ne le vois pas sous ce terme. D'accord ? On peut peut-être le mettre par là, mais c'est pas sûr. C'est un framework finalement assez confidentiel. Et donc, je ne savais pas trop de quoi ça parlait, je suis allé me plonger dans le guide. Et voilà ce que j'ai vu. Enfin, en tout cas, voilà comment c'était pour moi. Okay. Plutôt flou. Plutôt flou et très flou. Et je vais vous partager ma découverte. Alors, ça a été compliqué. Pourquoi? Donc déjà, comme Scrum, Scrum at Scale a un guide, aussi écrit par Jeff Sutherland, le créateur de Scrum. Et ce guide Scrum at Scale n'est pas vraiment clair sur sa mise en place, hein, ni sur son fonctionnement en vrai. La littérature sur le sujet est quasi inexistante. En fait, les articles qu'on peut trouver se concentrent uniquement sur la même partie du framework. Je vous en parlerai. Et il n'existe pas de forum Scrum at Scale pour chercher de l'aide. Bref, j'ai sorti mes rames. Donc Scrum at Scale, c'est quoi? C'est le framework d'agilité de la Scrum Alliance, écrit en 2018, donc c'est assez récent, hein, par Jeff Sutherland. Il fait que 19 pages pour comprendre tout ça. L'idée, hein, c'est évidemment de coordonner de façon efficiente un écosystème d'équipes qui fonctionne déjà en Scrum, de manière à optimiser la stratégie globale de l'organisation. Voilà. On reviendra sur le thème bureaucratie minimum. Donc Scrum at Scale, ça c'est ce que dit la Scrum Alliance dans ses supports. C'est un framework léger, simple à comprendre et difficile à maîtriser, exactement comme Scrum. Eh bien, on va voir que ce n'est pas ça en fait. Alors voilà le point d'entrée. C'est ce que vous allez retrouver dans la plupart des articles. C'est l'architecture libre d'échelle. Voilà, c'est basé sur un pattern en fait d'organisation qui va être celui-là. On va y revenir et on va le scaler, c'est-à-dire en faire une sorte de fractal à tous les niveaux jusqu'à couvrir toute l'entreprise, potentiellement. Au niveau équipe, il n'y a rien à voir. Hein. C'est du Scrum pur. Fait par le créateur de Scrum, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Un cran au-dessus, là, ça commence à devenir intéressant. On a quelque chose qui s'appelle le Scrum de Scrum. Alors moi, quand je vous dis Scrum de Scrum, quand je parle avec des agilistes, c'est quoi un Scrum de Scrum? C'est des gens qui se synchronisent, ok, on voit des gens, on imagine une réunion, et bien là c'est pas ça. Alors tout de suite le terme, ça commence à devenir gênant. La définition c'est ça, c'est un ensemble d'équipes devant être coordonnées pour offrir de la valeur ajoutée aux clients. Ben, cet ensemble d'équipes compose un Scrum de Scrum. Et c'est donc cette entité-là, ce groupe-là qu'on appelle le Scrum de Scrum. C'est bien, ça va faciliter les choses pour après. Alors moi déjà j'ai eu un petit problème quand j'ai lu ça, celui-là. C'est-à-dire je ne savais pas trop où ça s'appliquait, le Scrum de Scrum. Pour moi, ça, quand ils décrivent les schémas, c'est une équipe. Là, c'est un ensemble d'équipes. Et au milieu, on a encore un losange. J'ai considéré que c'était une équipe. Il y a écrit Scrum de Scrum dessus. Je me dis que cette équipe s'appelle le Scrum de Scrum. Bref, c'était une erreur. En prenant cette interprétation-là, la compréhension de Scrum at Scale devient très difficile. Alors que si on considère que c'est tout ça,
le Scrum de Scrum, là tout de suite, tout prend son sens. Et on va supposer que c'est ça. Donc le Scrum de Scrum, c'est-à-dire cet ensemble, va être responsable d'un produit livrable, potentiellement livrable à la fin d'un sprint. OK. Le Scrum de Scrum sert à faciliter la coordination des équipes. Ce Scrum de Scrum va fonctionnalité comme une équipe Scrum, avec des équivalents, des événements, des rôles et des artefacts à l'échelle. Et il va disposer de toutes les compétences nécessaires pour livrer cet incrément. Alors, une des premières cérémonies qui est décrite dans le Scrum Guide, c'est le Scaled Daily Scrum. Celui-là ne va pas vous surprendre finalement, c'est celui qu'on aurait pu appeler Scrum de Scrum juste avant. Donc là, on va avoir un événement pour coordonner les équipes et supprimer les obstacles. C'est un peu le pendant du Daily Scrum, il va être lui aussi limité à 15 minutes. Et on va avoir des représentants des membres des équipes pour se synchroniser, généralement les Scrum Masters. Ça, on connaît. Dans Scrum at Scale, ça s'appelle le Scale Daily Scrum. Alors j'ai essayé de mapper finalement les choses qu'on connaissait dans Scrum at Scale et les choses qui n'étaient pas décrites, qui n'étaient pas abordées. Je les ai mappées sur cette carte. Ce qui est en rouge, c'est ce qu'on sait. Tous les autres trucs, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas décrit. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir le Scale Daily Scrum. OK. Ce qu'on sait encore, c'est qu'on va avoir une rétrospective à l'échelle qui va servir à partager les meilleures pratiques entre les équipes. C'est très clairement écrit. On va avoir un Scrum Master, qui va être le Scrum of Scrum, Scrum Master. On va avoir une équipe de PO. Et on va avoir un backlog global. Voilà. Et a priori, ce qu'on sait, c'est que chaque événement va se dérouler avec un ou plusieurs représentants de chaque équipe. Tout le reste n'est pas décrit. Le sprint planning à l'échelle, rien. La review, rien du tout. À quoi peut ressembler le sprint backlog, non plus. D'accord ? Tous ces éléments-là sont laissés libres. Dans le Scrum de Scrum, on trouve les deux rôles dont je vous ai parlé. OK ? Le Scrum of Scrum Master, facile à dire. Donc une personne avec assez de pouvoir pour éliminer les obstacles. C'est peut-être un Scrum Master qui fait déjà partie d'une équipe. Ou alors, c'est une personne extérieure. Il va être responsable de la livraison de ce qui est produit par le Scrum of Scrum. Là, vous pouvez tout de suite, pour ceux qui connaissent Safe, faire un peu le parallèle avec le RTE. À côté, on a un rôle, c'est l'équipe de Product Owner. Donc là, ils ne sont pas très clairs dans le guide, ils l'appellent de deux façons. Donc pour l'instant, on va l'appeler l'équipe de Product Owner. Donc responsable du contenu de la priorisation du backlog. Elle fonctionne en Scrum, c'est très important. Et elle est formée par tous les Product Owners de chaque équipe. Facile. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'elle fonctionne en Scrum. Et elle a un Chief Product Owner, qui lui aussi, comme le Scrum of Scrum Master, peut être un des Product Owners qui est dans une équipe, ou quelqu'un d'externe. Voilà, l'équipe de PO a un autre petit nom dans Scrum at Scale, le Metascrum. Donc là, c'est sûr, c'est une équipe à part. OK, c'est pas ça l'équipe. Vous voyez, on peut se perdre facilement dans ce guide, c'est pas très clair. Donc c'est bien ça. Elle fonctionne comme une équipe Scrum. Son but, créer une vision globale, assurer l'alignement, maintenir un backlog unique, prioriser les obstacles, créer et maintenir la definition of done, résoudre les dépendances, maintenir la roadmap et surveiller les indicateurs produits. Rien que ça pour cette équipe. Pareil, là, dans des frameworks d'agilité à l'échelle un peu type Safe, on va se retrouver plutôt du côté de l'équipe de Product Management, peut-être. Là encore, j'ai mappé sur un schéma Scrum, puisqu'elle fonctionne à Scrum, les trucs qu'on sait dans ce guide. Ben, on sait qu'ils ont un Chief PO et un Scrum Master, qui s'appelle le Meta Scrum Master, pour le coup. Voilà. Donc on va supposer que tout ça fonctionne en un Scrum purement classique, moyennant qui crée un backlog qui permet de raffiner ou d'aller vers ces aimants-là, bah, ils peuvent potentiellement faire un sprint planning, avoir un backlog, se faire une démo de ce qu'ils ont réussi à faire dans cet objectif, pour l'atteinte de cet objectif-là, etc., etc. OK ? A priori, la review de l'équipe de PO, le Metascrum, n'est pas une démo du produit, mais plutôt une démo de l'avancée de ces éléments-là. Alors ça scale, pour le coup.
ça scale, comme ça, comme ça. Donc du coup, là, on a un Scrum of Scrum of Scrum. OK ? Et là, on a un Meta Scrum of Scrum. Donc 25 teams. C'est très facile, quand on monte plus haut, c'est très facile à dire. Et ça scale encore au-delà. Donc on peut avoir des choses comme ça, pour le coup. Alors on va en parler des deux éléments que vous voyez apparaître avec une terminologie différente. Alors on a le hit. Alors le hit, il est là. OK ? Donc c'est le dernier élément, là, quand on regroupe ces scrums de Scrum, qu'on en fait plein, façon fractale, à un moment donné, il y a un dernier élément central, c'est le hit. Donc le hit, c'est l'Executive Action Team. OK ? C'est le dernier recours pour les obstacles. Vraiment, les obstacles, tant qu'ils n'ont pas pu être gérés par tous les scrums de Scrum avant, à un moment donné, ça arrive là. Et cette équipe a un peu les pouvoirs nécessaires pour le résoudre. Là, on est tout en haut. Potentiellement, on a des gens qui sont habilités politiquement, financièrement à les éliminer. On a des gens avec un certain pouvoir. Le but de l'Executive Action Team, c'est coordonner plusieurs scrums de Scrum, d'interagir avec le reste de l'organisation, qui n'est peut-être pas agile, OK ? Et du coup, son objectif aussi au l'Executive Action Team, c'est de créer un environnement propice, un environnement agile, propice aux équipes. C'est celui aussi de créer un backlog de transformation organisationnelle, donc de piloter comment on fait en sorte que cet environnement pour les équipes devient de plus en plus agile et de plus en plus adapté à la création de valeur. Et on a l'équivalent côté produit. Donc quand on fait les équipes de PO, elles font elles-mêmes une équipe de PO, on a encore un méta-scrum de PO, etc., etc. On finit au dernier niveau par avoir quelque chose qui s'appelle l'executive méta-scrum. Alors eux, ils sont responsables du produit pour l'ensemble de l'organisation agile. Ils assurent la vision globale et définissent les priorités. Et chose marrante, ils ont une organisation d'alignement régulière avec la partie prenante qui s'appelle le Metascrum. Alors là, c'est là normalement que je vous ai perdu. Voilà. Donc effectivement, ils ont un truc qui s'appelle comme les groupements de product owners avant. Ils ont une réunion qui s'appelle comme une équipe. Voilà, donc ça fait partie des incohérences qu'on peut trouver dans le guide Scrum at Scale. Donc eux-mêmes en sont conscients. Ce guide est maintenu sur un GitHub, OK, avec des commits, des changements, etc. Et on peut voir un commit à un moment donné qui n'a pas été mergé, donc c'est pas officiellement dans le guide, qui dit ça serait cool d'enlever ce terme et de le remplacer parce que ça fait doublon et les gens ne comprennent pas. Voilà, ça viendra peut-être dans la version 1.06. D'en haut, ça peut donner des choses comme ça. Là, on est sur des modèles d'organisation. Okay ? N'oubliez pas, la particularité dans Scrum at Scale, c'est qu'absolument tout est du Scrum. Voilà, du Scrum partout. Donc là, tous ces niveaux-là, à chaque fois qu'il y a un losange, c'est du Scrum. Alors, petite histoire rigolote. D'après vous, pourquoi ça a été modélisé comme un losange, comme un pentagone, une équipe ? Il y a le chiffre 5. En fait, là, Jeff Sutherland fait référence à des études qui montrent que la taille la plus optimale d'une équipe est 4,6. Voilà. Et il a voulu la modéliser comme étant 5, du coup, et la modéliser par un pentagone. Voilà. Mais on reste sur une taille Scrum. Voilà, ça peut donner des schémas comme ça, ou encore des schémas comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez voir les RH, ils sont aussi considérés comme étant une équipe ou des équipes fonctionnant en Scrum. Voilà. Pareil pour le légal ou les relations clients. D'accord ? Tout est vraiment Scrum. Finalement, ça sera peut-être ça une des limites de ce framework. Alors les flous qui restent à ce moment-là, quand on a compris ça. Les flous, c'est déjà le premier. Interpréter, savoir si le Scrum of Scrum est une équipe ou un ensemble d'équipes. Donc a priori, c'est un ensemble d'équipes. Ça marche bien. Le Scrum Master de l'équipe PO fait-il partie du Scale Daily Scrum? A priori, oui. Pareil, c'est pas ultra clair, mais quand on lit bien, il doit en faire partie, sinon ça ne marche pas. Donc celle que je vous ai dit, le Metascrum est une équipe Scrum et aussi un événement de l'exécutive Metascrum. J'ai l'impression de faire que dire ce mot. À quoi ressemble le Scrum de l'équipe de PO? On ne peut que le supposer, donc je vous l'ai donné, mon interprétation. Je pense que c'est la bonne, mais il n'y a rien d'écrit particulièrement.
Voilà. Et au niveau de l'échelle, il ne parle que du Scale Daily Scrum en événement et de la rétrospective du Scrum of Scrum, mais pas des autres événements. OK. Donc le sprint planning, par exemple, on n'en parle pas. La review à l'échelle, on n'en parle pas. Alors il y a peut-être une raison à ça. OK. Je me suis dit, c'est bizarre. Ça n'en parle pas. Et il y a une deuxième partie dans ce guide. Okay, il y a cette espèce de partie fractale. Et il y a une partie, c'est les composants. Mais du coup, avec des composants partout. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, c'est quoi un composant? Donc, ce que dit Jeff Sutherland, c'est que Scrum at Scale est formé de composants, okay, permettant à une organisation de personnaliser sa stratégie de transformation. Et finalement, de permettre de personnaliser son implémentation de Scrum at Scale. Voilà. Et ça permet de cibler les efforts de changement. C'est-à-dire, on va avoir, je n'ai pas compté, je crois qu'il y en a à peu près 10. 10 composantes, 10 zones potentielles de transformation, dans lesquelles on va pouvoir aller plus ou moins loin et se créer une stratégie, mois après mois, pour avancer dans certaines zones ou décider de ne pas avancer sur certains composants. Alors les voilà, les composants. Donc, en composant, on a l'amélioration continue et la gestion des obstacles. La coordination entre équipes, le déploiement, la release produit et le feedback, les métriques, la vision stratégique, la priorisation de backlog, la décomposition du backlog et l'affinage, la planification. OK ? Et là-dedans, dans chacune de ces zones, elles vont être décrites dans Scrum at Scale, chaque composant avec un objectif. OK ? Voici l'objectif de Cross-Team Coordination. Et moyennant ça, vous allez pouvoir définir votre propre approche pour atteindre l'objectif de ce composant. Et finalement, c'est là qu'on va retrouver un peu la force de Scrum at Scale. Et c'est peut-être ça qui va expliquer pourquoi les événements de Scrum ne sont pas décrits. Je vous ai dit, ça ne parle pas de la review. C'est où review? La review à l'échelle, on va la trouver par où? On peut la trouver à deux endroits, je ne suis pas allé vérifier, mais on va la trouver par là. C'est le feedback, OK? Ou par là, on va être au niveau process. Pareil pour la planification, finalement. Peut-être que le sprint planning n'est pas décrit parce que on va le retrouver dans un composant. Et c'est ce qui va arriver, évidemment. Je ne vais pas vous faire tous les composants, on est un peu limité en temps, j'aimerais qu'on laisse du temps un peu pour les questions. Et on va passer sur 3 composants assez importants. Le premier, c'est l'amélioration continue. Donc là, je vous le livre tel quel. Ce qui est écrit dans le Scrum Guide, c'est les objectifs de l'amélioration continue. Donc c'est identifier les obstacles et les exprimer comme des opportunités, maintenir un environnement sain et structuré pour hiérarchiser et éliminer les obstacles, puis vérifier les améliorations résultantes, assurer la visibilité dans l'organisation pour effectuer le changement. Moyennant l'atteinte de cet objectif, moyennant le respect de ce qui est déjà écrit dans Scrum at Scale ou dans le guide Scrum tout court, ben vous avez toute la marge de manœuvre pour implémenter votre propre approche pour atteindre ces objectifs. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans des documents un peu autour qui traînent, toujours maintenus par des gens de la Scrum Alliance. Ils donnent 2 exemples. Un exemple d'implémentation potentielle de Continuous Improvement and Impediment Removal chez Spotify, un exemple chez Autodesk. Alors je vous l'ai fait. Alors il y en a une partie commune, c'est les équipes identifient les obstacles. OK. Et là, après, on commence à avoir des divergences sur comment on traite ces obstacles. Côté Spotify, ces obstacles peuvent être discutés dans les chapters et les guildes. Ça vous parle? En gros, les communautés de pratique. Et pour les obstacles, ils vont avoir plutôt une culture de l'amélioration continue. Ils vont encourager les gens à eux-mêmes résoudre des obstacles plutôt que de les escalader. Autodesk, ces obstacles vont être discutés en Scrum de Scrum. Vous voyez déjà, ils choisissent une voie un peu différente. On ne va peut-être pas les traiter en chapter. Et escalader si nécessaire. Il va y avoir une équipe de sponsors, donc ça c'est leur terminologie, en gros des gens habilités à gérer les trucs qui n'ont pas pu être gérés avant, pour gérer les principaux obstacles. Et eux, alors là, ils vont gérer les obstacles systémiques par des centres d'excellence
Je ne sais pas ce que ça veut dire dans le cas d'Autodesk, néanmoins, c'est l'implémentation de ce composant qu'ils auraient choisi. OK ? La coordination entre équipes, pareil, les objectifs. Donc là, ça va être coordonner des processus similaires dans plusieurs équipes, atténuer les dépendances, OK ? Et maintenir l'alignement des normes, des guidelines entre équipes. Là, c'est pareil, ça vient encore de leur support. Eux, ils voient 3 approches différentes pour implémenter ce composant. Le Scrum de Scrum, OK, pas de surprise là-dessus. Des Scrumlets, qui sont un peu des équipes temporaires pour résoudre un problème spécifique de coordination. OK, en gros, c'est une task force sur une problématique de coordination. Et les communautés de pratique. Version Spotify. Là encore, on choisit son modèle. On peut choisir son propre modèle dans votre entreprise. La décomposition de backlog et l'affinage. Pareil, ils n'expliquent pas comment l'équipe de PO raffine le backlog de tout le produit. OK ? On va retomber plutôt là dans ce que dit le Scrum Guide, c'est-à-dire l'équipe affine les éléments de backlog. Donc là, backlog, décomposition et refinement, c'est décomposer les produits et projets complexes en éléments fonctionnels indépendants, capturer les nouveaux besoins et feedback clients, s'assurer que les éléments de backlog sont ready. Et là, je n'ai pas trouvé d'exemple venant de la Scrum Alliance. Par contre, du coup, je suis allé en chercher dans les autres frameworks. Il n'y a pas de raison. C'est un composant, un objectif. Je peux aller chercher des pratiques. Du coup, on peut trouver, pour faire ça, les Kanban de maturation de Safe. Okay, il y a plusieurs niveaux. On peut aller chercher son niveau de maturation. Ça, par contre, c'est un schéma qui est donné en exemple dans une des slides de Scrum Alliance. Et là, c'est LESS. C'est la façon dont LESS affine les user stories. On peut très bien appliquer ce modèle. En tout cas, ça matche complètement les objectifs du composant. Le release planning, l'idée c'est quoi? Prévoir la livraison des fonctionnalités en fonction de sa capacité, communiquer les attentes de livraison aux intervenants et mettre à jour la priorisation aux besoins. OK. Pareil, là, en pratique, il ne donne rien du tout dans Scrum at Scale, dans la partie décrite. Là, on est dans la partie composant. On va pouvoir trouver quoi, du coup? Ça ne va absolument pas nous empêcher d'aller reprendre des mécanismes de type safe, OK, PI planning. On pourrait très bien aller aussi chercher dans LESS. Ça ne nous empêche pas du tout de faire une roadmap. Ça ne nous empêche pas non plus de se servir juste du programme board et de faire ça en flux. OK? C'est-à-dire pas besoin de PI planning, on se met juste régulièrement devant le programme board et on met à jour la roadmap, Là, on est plutôt dans le style LESS. Ou Nexus, pour le coup. Voilà, vous pouvez inventer ce que vous voulez là-dessus. L'idée, c'est tant que vous arrivez à faire un peu de planification, on pourrait très bien imaginer prendre un truc plutôt proche d'Extreme Programming en ressortant vraiment le release planning d'Extreme Programming. Alors là, je vous ai mis des petites jauges, mais ces petites jauges, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire du coup, vous pouvez vous-même piloter votre customisation et votre approche des composants. Vous pouvez décider que certains composants, vous ne les développez pas du tout. D'accord? Mais c'est un choix fait consciemment. Et l'avantage de garder cette cartographie, c'est que du coup, en faisant ce choix conscient de ne rien faire à cet endroit, on peut piloter potentiellement le fait qu'un jour, on va commencer à travailler dessus, le fait qu'un composant, on va plus le travailler qu'un autre, ou qu'on va arrêter de mettre des efforts dessus et plutôt faire grandir un autre composant. Voilà. Donc vous pourrez très bien décider que, par exemple, sur les métriques au niveau Scrum de Scrum ou ce que vous voulez, vous n'avez rien. Voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt pour le travailler. Il faut d'abord travailler la cross-team coordination, le déploiement et release planning peut-être. OK? Mais l'avantage de ce schéma, c'est qu'on n'oublie pas les zones où il faut travailler. Et je trouve que c'est quelque chose de puissant finalement dans Scrum at Scale. Et la partie la plus intéressante et qui est rarement abordée dans les articles qu'on peut trouver sur Internet. Ce qui est marrant, c'est... Vous le connaissez? Ouais, c'est qui? Non? Il y a le logo qui doit vous aider. C'est Henrik Nyberg, le coach agile qui a communiqué sur le modèle Spotify, qui est passé par Lego, qui est maintenant ailleurs, je crois, chez Minecraft. Et lui a fait une case study, OK, pour Scrum at Scale, pour dire, regardez, en fait, finalement, ce qu'on a fait chez Spotify,
C'est pour une grosse partie du Scrum at Scale. Alors pas pour la partie Scrum pur, évidemment, on a tous entendu parler qu'il y avait quand même pas mal d'équipes Kanban chez Spotify, mais pour la partie composante, clairement, il a pu retrouver, et il explique dans cette vidéo, le modèle Spotify. Et il l'explique dans une courte vidéo. Donc vous avez le lien si vous voulez aller la voir. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce framework? Alors c'est une approche fractale. Okay, du coup, c'est assez élégant. Quand on le regarde, c'est plutôt beau. C'est beau, mais ça peut être lourd. Vraiment, Scrum à toutes les échelles, sans se donner la possibilité de faire un peu du flux comme Kanban, je trouve ça contraignant. Voilà. Donc par exemple, l'équipe PO en Scrum ou les équipes RH ou légales en Scrum, bon, on peut peut-être là toucher du doigt la limite du framework. Bon, il y a un business model quand même derrière pour Jeff Sutherland, ils vendent des formations. L'approche composante est très ouverte. Moyennant que tout est en Scrum, okay, cette approche composant est assez magique et on peut personnaliser ce framework comme on le veut. Donc souvenez-vous du début, facile à comprendre, difficile à maîtriser. Non, j'ai pas senti ça. C'était plutôt difficile à comprendre et difficile à maîtriser. Je vous laisserai juge, lisez le guide. Ça reste un framework de niche. Aujourd'hui, ce framework est peut-être utilisé outre-Atlantique. On ne l'a pas vu, hein, il n'apparaît pas sur State of Agile, qui pourtant sont des statistiques outre-Atlantique. En France, je ne connais aucune entreprise qui utilise officiellement Scrum at Scale. Et pour moi, et là je vous donne mon avis, vous ferez le vôtre, j'oublie complètement l'approche Scrum et fractale. C'est pas ça que je retiens de ce framework. Et le truc que je vous invite à retenir, c'est vraiment cette partie composant, qui à une époque, je crois, a été même appelée pattern par Jeff Sutherland. Mais vraiment, cette partie-là, je pense que c'est quelque chose qu'on peut réutiliser, quel que soit le framework qu'on utilise. Et c'est vraiment un truc intéressant, potentiellement, pour piloter sa transformation, potentiellement. Là, vous avez quelques liens qui peuvent être intéressants. Donc le fameux guide. Ne lisez pas la version française. Restez sur l'original, c'est plus facile pour les interprétations. Le fameux repository GitHub. Le seul article éclairé sur le sujet. Vraiment, j'en ai trouvé qu'un qui était plutôt pertinent. Et Scrumplop. Alors c'est quoi Scrumplop? Je vous ai parlé juste il y a 2 minutes là, de pattern. C'est un ensemble de pratiques que vous pouvez utiliser pour résoudre un problème ou atteindre un objectif. Okay, donc le site est un peu old school, hein, il sent les années 90. Mais si vous regardez les composants, vous pouvez aller piocher sur ce wiki potentiellement des patterns pour venir vous aider à remplir l'objectif du composant. Voilà. J'espère que ça vous a donné une première compréhension de Scrum at Scale par rapport aux autres frameworks. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.